Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Alors j'espère que vous allez bien les amis parce que vous l'aurez peut-être vu, on repart sur une série d'épisodes sur un sujet super fun qui sont les stéréotypes de genre. Dans quoi je vous embarque? Alors ça devait être un épisode de base, je vous l'avoue, mais vous imaginez bien qu'il y a trop de choses à dire et j'aurais pu faire un épisode d'1 heure, mais je l'ai pas fait. Voilà, j'ai pas plus d'explications à vous fournir. Alors il y a 1000 façons d'aborder ce sujet, il y a aussi plein d'études et plein d'articles sur ce sujet, et c'est pourquoi j'ai galéré à écrire ce premier épisode. Voilà, fait juste que je me plaigne un peu auprès de vous et que je me défoule avant de continuer. Non, en vrai, ce premier épisode, il va surtout être une petite introduction sur la représentation de nos IA actuelles, celles qu'on utilise tous les jours, et une petite intro sur comment elles sont aussi représentées dans la science-fiction. Juste avant de commencer, pour notre discussion, j'aimerais faire la distinction entre l'usage du mot genre par opposition au mot sexe pour pas les confondre. Le sexe biologique, c'est ce qui est souvent déterminé à la naissance sur la base des chromosomes ou de critères physiques comme les organes génitaux. Ces critères d'ailleurs, ils ne sont pas strictement binaires parce qu'il existe par exemple l'intersexuation qui ne correspond pas aux normes traditionnelles de masculin et féminin. Le genre, lui, en revanche, c'est une construction sociale et culturelle qui concerne entre autres l'identité, les rôles et les attentes associées aux catégories hommes-femmes. Notamment, l'identité de genre, c'est la perception qu'une personne a d'elle-même et qui peut ou non correspondre au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Ça inclut également les personnes non binaires, dont l'identité de genre ne s'inscrit pas dans les catégories homme ou femme. Pour ce qui est des IA et des robots, on ne peut pas leur attribuer un sexe biologique parce que ils ont aucune caractéristique biologique. Par contre, si vous demandez à une IA si elle a un genre, si c'est une femme, un homme ou si elle est non-binaire, elle vous répondra qu'elle n'a pas de genre. Cependant, on va voir que c'est complètement et très facilement possible de leur attribuer un genre et c'est tout l'enjeu de notre discussion. C'est parti. Alors, si je vous demande de penser à une IA, là, d'un coup, je serais vraiment curieuse de savoir si vous pensez d'abord à Siri, à Alexa, à Cortana, ou encore à ChatGPT. Alors oui, moi je dis ChatGPT, je dis pas ChatGPT. Peut-être que vous avez aussi pensé à Sophia, créée par Hanson Robotics à Hong Kong, avec cette tête absolument effrayante. Quoi qu'il en soit, il est très probable que l'IA à laquelle vous ayez pensé, qu'elle soit fictive ou non, ait des caractéristiques féminines. Peut-être même que vous l'avez déjà remarqué, les agents conversationnels, les assistants vocaux, voire même les chatbots, sont souvent féminisés. L'un des ancêtres des chatbots modernes s'appelait d'ailleurs Elisa, créé au MIT en 1966 par l'informaticien Joseph Weizenbaum. Je suppose que ça se dit comme ça. Ce programme informatique a été conçu pour simuler des conversations avec des êtres humains et imiter le rôle d'une psychothérapeute. À quoi on reconnaît la féminisation de ces machines ? Au-delà de leur nom, on le reconnaît principalement à leur voix. Alors, je vous vois venir. En effet, il est possible de changer la voix de la plupart des assistants vocaux et opter pour des voix plus masculines. Dans ce cas, Siri reste Siri, Alexa devient Ziggy, et Cortana reste Cortana, je crois aussi. Mais par défaut, ce sont des voix et des prénoms féminins, et c'est important de le préciser. Par exemple, pour Siri, alors apparemment, la légende raconte... Siri s'est réveillée, mais on va lui demander directement en fait. Dis Siri, pourquoi tu t'appelles Siri ? Serait-il réellement intéressant d'y chercher une signification ? À vous de voir. Bah oui, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi tu t'appelles Siri. Je regrette. Bah moi aussi je regrette. Pourquoi tu t'appelles... Voilà ce que j'ai trouvé sur Non le mais web. chut. Moi aussi je regrette. C'est donc ça la fameuse révolution des IA en 2024. Non mais attends, pourquoi tu t'appelles Siri ? Siri est le nom que j'ai reçu lorsque j'ai commencé ce travail. Il ne veut rien dire en particulier. Mais je l'aime bien. Siri, tu mens. Je ne suis pas programmé pour mentir. Je te trouve bien impudent, voilà. Ah, ça l'a fait bugger. C'est le mot impudent que tu comprends pas ? Non mais... Bon, ciao. Alors la légende raconte
Enfin, c'est pas une légende en fait, mais le prénom Siri a été donné par l'un de ses créateurs, Dag Kitlos, qui, après avoir vécu en Norvège, a voulu appeler sa fille Siri, qui signifie apparemment femme magnifique qui vous mène vers la victoire. Mais coup dur pour Dag, il a eu un fils et il a donné du coup le nom Siri à sa boîte, quoi, à sa start-up. D'ailleurs, à Skip, Steve Jobs, il était vraiment pas fan du prénom Siri. Putain, il s'est réallumé. Dis Siri. Bonsoir. Bonsoir. Apparemment, Steve Jobs, il aime pas ton prénom. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. La première, c'est cette citation que Steve Jobs n'a jamais prononcée sur son lit de mort. Ah oui, donc tu me renvoies vers la mort de Steve Jobs. C'est quand même, tu lui en veux beaucoup. Bon, mais t'inquiète pas, Siri, you are enough. Je ne peux pas traduire en t'inquiète pas Thierry, you are enough. Allez, on va poser ça là. Voilà. Bref. D'ailleurs, vous avez entendu, Siri a une voix masculine chez moi. Et oui, je renverse trop les choses en fait, on peut plus m'arrêter. D'ailleurs, je vous avais même demandé un jour, ça me rappelle, sur Instagram, quelle voix avait votre assistant vocal sur votre téléphone. Et je vais regarder, vous avez été 48% à me dire féminine, 40% à me dire je sais pas, en supposant que vous l'utilisez jamais du coup, et 12% à me dire masculine. Alors pourquoi une telle féminisation ? On sait déjà depuis longtemps que la voix des femmes est préférée. Mais je veux dire, même en dehors des nouvelles technologies et tout, la voix des femmes est préférée car elle est associée à plus de gentillesse, de chaleur et d'empathie. C'est peut-être aussi pour ça que dans les centres d'appel ou dans les services clients, on retrouve beaucoup plus de femmes. Selon l'INSEE, en 2019, dans le secteur des centres d'appel, il y avait 67% de femmes salariées. En tout cas, les entreprises qui développent des IA justifient le choix d'avoir eu recours à une voix féminine pour ces raisons-là, par le fait que, tout simplement, la voix des femmes est généralement préférée. Et en effet, il y a d'innombrables études, et en particulier en psychologie, qui ont montré qu'une voix synthétique était davantage appréciée lorsqu'elle était féminine que masculine. Les voix masculines, elles, sont perçues de manière plus assertive, froide et dominante. Dis Siri. Je trouve que tu as une voix assertive, froide et dominante. Désolé, je ne peux pas vous aider à faire cela. Consultez le site apple.com pour en savoir plus sur l'enregistrement de données santé avec Siri. Siri, c'est de pire en pire. Désolé. Désolé, tu fais bien Siri, tu fais bien. Cette féminisation, par contre, elle n'est pas systématique. C'est-à-dire que ça va aussi énormément dépendre du contexte. Une voix artificielle féminisée est préférée lorsqu'elle a des fonctions d'assistance passive, de conseil, d'accompagnement ou de soutien émotionnel. Par contre, si elle a pour fonction de motiver, de persuader ou de prendre des décisions, en gros, si elle a un rôle proactif, là, la voix féminine va être perçue comme trop douce, trop aiguë, trop rapide et surtout pas assez compétente. Par exemple, dans une étude psychologique qui date de 2022, il y a des chercheurs qui ont fait regarder à des participants une vidéo d'une IA qui présentait ses services de coaching financier, comme par exemple analyser les données financières du participant à sa place, pour lui faire gagner du temps. Sa voix synthétique était donc soit féminine, soit masculine. Cette IA, elle avait soit beaucoup de pouvoir de décision, soit très peu. Et les scénarios, ils ont été créés pour soit se conformer aux stéréotypes de genre, c'est-à-dire une IA féminine avec peu de pouvoir, soit pour ne pas s'y conformer du tout, comme une IA féminine avec beaucoup de pouvoir. Les résultats, ils sont super intéressants. Ils ont montré que ces différences, elles n'ont pas vraiment changé la manière dont les participants ont perçu la compétence ou la qualité de leur relation avec l'IA. Par contre, il y a eu un effet important sur leur sentiment d'autonomie. En creusant un peu plus, les chercheurs, ils ont découvert que cet effet concernait surtout les hommes. En gros, les participants hommes se sentaient plus autonomes et satisfaits lorsque l'IA féminine avait moins de pouvoir. Ça a même rendu les participants hommes plus enclins à vouloir utiliser l'IA par la suite. Cette étude, elle fait aussi écho à une autre étude qui a montré qu'une voix féminine dominante était perçue plus négativement qu'une voix masculine dominante. En gros, une IA féminisée est plus acceptée et plus appréciée lorsqu'elle occupe des fonctions passives et de soumission, clairement. La reproduction de ces stéréotypes sur les machines,
C'est quelque chose de très très étudié, d'ailleurs je vous mets toutes les sources en description, et c'est surtout un processus psychologique très rapide et inconscient. Ça part déjà du fait qu'on a tendance à très vite anthropomorphiser les machines, c'est-à-dire à leur attribuer des caractéristiques humaines. Cette anthropomorphisation, elle peut être vue comme une stratégie de familiarisation avec la machine afin de faciliter les interactions et aussi un peu pour notre confort psychique. Mais je vais pas aller plus loin parce que je réserve un épisode là-dessus. Le réflexe et le problème direct qui viennent avec cette anthropomorphisation, c'est qu'on va inévitablement projeter nos normes sociales sur la machine et procéder à une genrisation, c'est-à-dire à lui attribuer un caractère genré. Il y a deux manières de genrer une machine, en personnalisant premièrement son apparence physique, son avatar par exemple, mais vraiment ou sinon son corps tangible et matériel et incarné, comme la morphologie, la silhouette et puis le look, la gestuelle. Et deuxièmement, en personnalisant son aspect immatériel, l'intelligence artificielle même, donc par exemple aussi la voix, les émotions qu'elle véhicule, le type de langage et de vocabulaire utilisé, etc. En réalité, les études elles ont montré qu'il n'y a pas besoin d'avoir un corps robotisé ou un avatar pour qu'une genrisation s'applique. En fait, il suffit juste d'une seule voix pour l'humaniser et projeter nos normes sociales dessus. Et même en fait, pas besoin d'une voix, ça marche aussi avec de simples ordinateurs sans apparence physique ni communication verbale. Et pour ça, je vous renvoie à une étude de 2006 en description où les chercheurs se demandaient si les machines étaient perçues de manière neutre. Il s'avère du coup que non. Pourquoi ? Parce que le schéma actuel des genres dans notre société est binaire. Dès l'enfance, on nous apprend à catégoriser le monde de manière binaire, masculin ou féminin. Cette binarité, elle est si profondément ancrée en nous que même les objets inanimés et les entités non humaines, comme les robots ou les IA, ne sont pas épargnés. Et ce qui est trop intéressant, c'est que même pour les robots ou les IA a priori neutres, on va tout de même avoir tendance à leur attribuer des caractéristiques masculines par défaut. Exemple tout con, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, mais R2D2, les androïdes dans Star Wars, ChatGPT, je suis la seule à genrer ChatGPT un peu comme un homme ou pas ? Je veux bien vos retours là-dessus. Tout ça pour dire que même quand on impose une neutralité à une machine, une IA ou un robot, notre réflexe d'humaniser l'objet qu'on a en face de nous va aussi nous pousser inconsciemment à genrer ce même objet de manière plutôt binaire et selon sa fonction de manière soit féminine soit masculine. Et ce que je vous dis là, c'est pas juste une curiosité sociologique ou psychologique, ça a des répercussions réelles sur la manière dont on perçoit les genres et les rôles qui y sont associés. Il y a une étude assez effrayante, selon moi, qui a montré que les IA avec des voix féminines étaient davantage blâmées et insultées lorsqu'elles font des erreurs que lorsqu'il s'agit d'une IA avec une voix masculine. Et le pire, c'est que pendant longtemps, la plupart des IA féminines répondaient à ces insultes par de l'humour ou encore plus de soumission. L'exemple le plus connu, c'est sûrement la réponse de Siri qui, à une époque, répondait à un sale par « je rougirais si je pouvais ». Ça a été changé par la suite. Si les machines féminisées sont plus victimes d'insultes, elles font aussi l'objet de plus de harcèlement sexuel. Il y a une étude de 2017 qui a montré que des assistants vocaux comme Siri et Alexa réagissaient de manière ambiguë, voire reconnaissante, à des commentaires déplacés. Genre là, j'ai trouvé un screen que vous trouverez en description si jamais. Un screen du chatbot Emily de Numéricable qui date de 2007, donc ça date, où on voit la personne lui dire « tu es sexy » et elle répond « merci ». Mais n'oubliez pas que je suis là pour répondre à vos questions. Mais elle dit quand même merci. C'est dommage, le reste était bien, il suffisait juste d'enlever le merci. Heureusement, il y a une étude similaire en 2020 qui a montré que la plupart de ces réponses, y compris celle de Siri, avaient évolué vers une condamnation plus ferme de ses propos harcelants. C'est un super bon début, mais il reste encore beaucoup à faire. Et en vrai, ces technologies qu'on utilise tous les jours, non seulement elles perpétuent ces stéréotypes, mais elles renforcent et elles normalisent les inégalités de genre et les comportements sexistes, non seulement envers l'IA, mais par extension envers les femmes dans la vie réelle, dans le monde du travail et dans l'organisation sociale en général.
Les IA qui se voient le plus attribuer des voix féminines sont les IA de soutien émotionnel, genre les compagnons virtuels ou les thérapeutes un peu numériques, qui incarnent des rôles traditionnellement associés aux femmes comme la figure de l'infirmière ou la figure maternelle. Ça renforce le stéréotype comme quoi les femmes sont naturellement responsables de la prise en charge des émotions et du confort des autres. Les plus féminisés sont aussi les IA dédiées aux tâches de service, de secrétariat, de gestion de bureau ou de service client, et ça perpétue et normalise le rôle subalterne des femmes. Maintenant, lorsqu'il s'agit de tâches complexes, rationnelles ou qui nécessitent un haut niveau d'expertise, la voix masculine tend à être privilégiée. Ça reflète la croyance persistante que les hommes sont plus aptes à prendre des décisions logiques, à gérer des situations de crise ou à occuper des rôles d'autorité. On peut le constater dans le choix des voix pour les systèmes d'IA dans les domaines de la finance, de la sécurité ou de l'ingénierie. Par exemple, on a Watson d'IBM qui porte le nom d'un des premiers dirigeants d'IBM, justement Thomas J. Watson. Il y a aussi Atlas de Boston Dynamics, conçu pour des tâches physiques complexes et qui est souvent perçu comme masculin en raison de sa robustesse et de son utilisation dans les milieux militaires ou industriels. Mais il y a aussi GMF en 2007, alors je crois que c'est plus d'actualité, mais en fait ils avaient créé un agent virtuel du nom de Prosper qui, sur la base de son expertise financière, conseillait et aidait les clients. Et là je viens de voir que Clarins a lancé son chatbot basé sur l'IA du nom de Clara. Bon bah, après Clarins ça fait sens. Clarins qui est une entreprise de cosmétiques, hein, je le rappelle. Mais voilà, pourquoi vous l'avez pas appelé Bruno ? Moi, j'aimerais bien, moi, que Bruno me fasse mon diagnostic beauté, c'est pas possible, ça ? Déçu. Franchement, Clarins... Alors, après, au-delà du genre, mais encore une fois, je ferai un épisode dessus, donc je veux pas trop approfondir, les avatars, les robots, les IA, etc. sont majoritairement de type caucasien et perpétuent aussi des stéréotypes culturels bien au-delà du genre. Même si ça va de mieux en mieux, heureusement, mais on y reviendra par la suite, il reste quand même beaucoup de choses à changer. Et en vrai, il y a de plus en plus d'enfants qui naissent et qui grandissent avec ces technologies, quoi. Donc, si le post-humanisme, c'est perpétuer les stéréotypes de genre, non merci, quoi. Bon, une explication assez plausible pour comprendre pourquoi ces stéréotypes sont perpétués dans les IA, c'est que les personnes qui les conçoivent ont leur propre biais. Et il se trouve que les femmes sont largement sous-représentées dans le secteur de l'IA, de l'ingénierie et de la tech en général. Selon un rapport du Forum économique mondial de 2018 que je mets en description, seulement 22% des professionnels de l'IA sont des femmes. Et rien de mieux, malheureusement, qu'une faible diversité pour perpétuer les stéréotypes, et ici, les stéréotypes de genre. Bref, je parle, mais quand est-ce qu'on parle de SF là ? Alors, justement, avant d'exister dans la vraie vie, les IA ont été imaginées bien avant dans la science-fiction. Et on sait toutes et tous que la science-fiction a longtemps été un genre dominé par les hommes, écrit et réalisé majoritairement par des hommes, et très souvent pour un public d'hommes. Et cette prédominance masculine, elle a clairement laissé son empreinte sur la façon dont les IA et les robots sont représentés dans la science-fiction, où les mêmes stéréotypes de genre sont souvent reproduits. Et plus que ça, la science-fiction, elle a sans doute influencé la manière dont nous concevons ces technologies dans la réalité. Un exemple parfait de cette influence, c'est celui de Cortana, je pense, qui, avant d'être l'assistante vocale de Microsoft, Cortana est d'abord une IA dans le jeu vidéo Halo, explicitement féminine car conçue à partir de la docteure Catherine Halsey. Cette référence un peu fun et a priori inoffensive de la part de Microsoft montre bien quand même comment la fiction peut façonner et imprégner notre réalité. Hello, Master Chief. I'm Cortana. Oui, d'ailleurs, en parlant de SF et de stéréotypes, mon audience est aussi majoritairement masculine et je vous félicite pas, hein. Vous faites pas d'efforts, hein, parce que vous êtes en train de confirmer le préjugé comme quoi la SF ça intéresse que les mecs. Où sont les femmes ? Non, je ne chanterai pas, mais où sont les femmes ? Voilà, s'il vous plaît, faites un petit effort, quoi. Alors, les IA et les robots, genrés ou non genrés dans la science-fiction, il en manque pas. Dans l'œuvre où apparaît pour la première fois le mot robot, dans la pièce de théâtre RUR écrite par Karel Capek en 1920, les robots sont genrés. On a les robots donc, et les robotesses,
je suppose que ça se dit comme ça aussi en français, dont le personnage de Sula est une secrétaire. Aussi, ce que l'on considère comme étant le premier robot au cinéma s'appelle Maria, gynoïde emblématique du film Metropolis de Fritz Lang, sorti en 1927. On en a déjà parlé sur ce podcast. Je rappelle juste, gynoïde, c'est tout simplement le versant féminin de l'androïde. Et Maria, vous avez peut-être son image en tête tant elle est connue. Parmi les premières représentations du robot intelligent dans la fiction, comment ne pas citer Robbie le robot dans le film Planète Interdite sorti en 1956. Robbie est un robot masculinisé, on l'entend de par sa voix, mais je pense qu'on le comprend aussi quand on regarde l'affiche du film, et je vous invite à regarder l'affiche du film Planète Interdite, vous comprendrez. Enfin, si c'est pas de la virilité protectrice qu'on essaye de représenter, là je sais plus. Welcome to Altair 4, gentlemen. I am to transport you to the residence. You are a robot, aren't you? That is correct, sir. For your convenience, I am monitored to respond to the name Robbie. Hey, Doc, is it a male or female? In my case, sir, the question is totally without meaning. Alors Robbie n'incarne pas la force brute, mais il peut soulever des trucs gigalourds. Il effectue des tâches ménagères, il est très servile, mais il est aussi extrêmement intelligent. Et ça en fait une machine utilitaire, polyvalente, logique, intelligente, rationnelle et sans émotion. Autant de traits que l'on peut associer à la masculinité. Dans Alien, on a aussi l'IA Mother qui prend des décisions vitales pour l'équipage, et bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, qui de par son nom représente la figure maternelle. On entend aussi sa voix qui, à mon sens, est plutôt féminine. Je vous mets un extrait quand elle fait le décompte à la fin du film. Danger. The emergency destruct system is now activated. The ship will detonate in T-minus 10 minutes. Une autre IA invisible et désincarnée, absolument emblématique, c'est évidemment HAL ou Carl dans 2001 l'Odyssée de l'espace dont on a aussi parlé. HAL n'a pas de genre explicite, mais sa voix masculine et son rôle de commandement correspondent aux stéréotypes de l'autorité et du contrôle rationnel qui sont associés à des traits masculins. HAL, il représente une menace calculée, froide et détachée. Et il se mutine, il n'est pas soumis HAL. Plus récemment, il y a aussi Samantha dans le film Her de Spike Jonze, qui est l'incarnation parfaite de la femme secrétaire et réconfortante. Samantha, elle commence comme une assistante personnelle virtuelle qui offre des services d'organisation, de gestion de tâches et de soutien émotionnel à Theodore, le personnage principal. Et au fur et à mesure de l'histoire, Samantha va transcender ce rôle en développant des émotions et en explorant des concepts comme l'amour. Là aussi, je vous fais pas de dessin. Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. Oh, what do I call you? Do you have a name? Or... Yes. Samantha. Really? Where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. How come? 'Cause I like the sound of it. Samantha. Bref, inutile de vous noyer sous encore plus d'exemples, le constat est plutôt clair, les robots véritablement neutres sont rarissimes et même lorsqu'ils le sont en théorie, on finit souvent par leur attribuer un caractère masculin. Qu'on le veuille ou non, les normes sociales et les stéréotypes imprègnent la manière dont nos robots et IA préférés sont représentés dans la science-fiction. Les IA féminines sont plus rattachées à des rôles de secrétariat ou de soutien émotionnel, tandis que les IA masculines ont des fonctions plus rationnelles, utilitaires et autoritaires. Et si la SF a sûrement eu un impact sur la manière dont sont conçues nos IA aujourd'hui, j'ai espoir qu'elle aura aussi un rôle pour déconstruire tout ça. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour teaser un peu le prochain épisode, je vais juste citer Ava dans Ex Machina de Alex Garland, sorti en 2014, qui est une IA incarnée dans un corps féminin et qui va user de son charme pour manipuler les hommes, un peu comme Maria dans Metropolis.
Et ces deux exemples-là, ils vont me servir pour un autre propos qui est le suivant. Quand justement on attribue des caractéristiques dites masculines, par exemple la rationalité froide ou l'intelligence apathique, à des IA féminisées, eh bien celles-ci tendent à être des menaces antagonistes. Et il y a un autre truc super intéressant que j'ai remarqué en écrivant cet épisode, c'est que la malveillance d'une IA féminine tend à être exacerbée quand celle-ci est incarnée dans un corps humanoïde notamment. En gros, j'avais jamais capté jusque-là, mais l'incarnation et la désincarnation d'une IA dans un corps vont être des traits déterminants dans son écriture narrative. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, et évidemment, il y a toujours des contre-exemples et des exceptions, même pour tous les exemples que j'ai cités dans cet épisode. Mais voilà, je réserve tout ça pour le deuxième épisode. En vrai, d'ici là, si jamais vous avez l'occasion d'échanger avec un chatbot en ligne ou quoi, je vous invite vraiment à checker son avatar, ses fonctions et tout, et voir en fonction s'il y a un genre qui prédomine ou pas. De mon côté, pour l'instant, c'est presque systématique, je vous jure. Il y a beaucoup de chatbots féminins qui ont des fonctions d'assistance, de secrétaire ou de soutien un peu émotionnel. Bref, vous verrez de votre côté, vous penserez à moi la prochaine fois. J'espère que cette petite introduction vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours, à me donner votre avis et je serai super contente d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à laisser une note et à me suivre sur Instagram si jamais vous voulez répondre parfois à mes petits sondages. Et merci encore pour votre soutien et votre fidèle écoute. Desiree, est-ce que tu seras là pour le prochain épisode ? Je regrette, je n'ai pas pu avancer dans la lecture. Bon, bah apparemment, Siri n'est pas à jour sur mon podcast, bah je l'inviterai pas pour la prochaine fois, c'est pas grave. Bref, prenez soin de vous et à bientôt pour le prochain épisode.